On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté, la voix de la boxe en France. L'autre du jour c'est Jean-Philippe Lustig. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Audrey. Comment allez-vous? Ouais, super, sympa d'être ici dans ce petit studio, bien adapté, bon son, bon cadre, très bien. Ravi de vous recevoir en tout cas. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc moi je suis journaliste depuis de nombreuses années, sportif comme on dit. Alors parfois quand on dit qu'on est journaliste sportif, ça veut dire qu'on vient travailler en Bermuda ou en short ou en crampon. Ce n'est pas le cas, mais je suis donc journaliste par vocation dans le sport, la boxe, qui coule dans mes veines, et ce depuis 40 ans cette année. Et j'ai commenté, je continue à commenter, à être témoin des plus gros événements de boxe à travers le monde, en France. Et voilà, et donc j'ai écrit, j'ai produit, je commande, je présente, et sur la vision de la boxe, une vision globale à 360, comme on dit. Voilà, mais je baigne dans cet univers, même si je suis un passionné de sport, des Jeux Olympiques, de l'histoire du sport. J'adore le rugby, j'ai joué 10 ans au rugby. Je suis un fan de sport, mais la boxe, je baigne dedans et j'en suis vraiment le spécialiste. Et comment on en arrive à de passer de passionné de la boxe à journaliste spécialisé? Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, des gamins à 10 ans, 12 ans, 15 ans, et moi, j'avais ça en tête. Je voulais être journaliste sportif. Je lisais l'Équipe, je le dévorais dès l'âge de 10 ans, à l'époque où l'Équipe était le journal référence, où on n'était pas sur son smartphone à découvrir les dernières infos dans un fil info qui réagit à la minute près, grâce à la technologie, où à l'époque, l'Équipe était la Bible du sport. On attendait, il y avait les décalages horaires, le combat de boxe de Ali Forman de 74, je le découvre le surlendemain seulement, donc avec le résumé complet du match, puisqu'il était à 4h du matin à Kinshasa. Bref, donc l'Équipe, je l'achetais tous les matins, et je le dévorais, et je mettais 1 heure, 2 heures à le lire, et je lisais tout. Et j'avais le projet, à 14 ans, quand les choses étaient déjà plus claires dans ma tête, d'être journaliste sportif, et je rêvais même d'être à l'Équipe à l'époque. Je pensais pas à la télé, moi. La radio, la télé, c'était pas ça qui était important pour moi. C'était, pour moi, la référence, le journaliste sportif, c'était le journal L'Équipe. Et donc voilà, et j'ai fait des études d'histoire, avec une licence d'histoire, dans l'optique de faire l'école de journalisme qui s'appelle le CFJ, qui est le Centre de formation des journalistes, qui était à l'époque, et qui l'est, je crois encore, l'école référence du journalisme, que je n'ai pas faite finalement, par un concours de circonstances assez exceptionnel. J'ai tout appris sur le tas, mais le journalisme sportif n'est pas venu à moi par hasard. Je suis allé le chercher. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. D'ailleurs, vous dites que c'est votre père qui vous a transmis le virus de la boxe. Oui, mais absolument. On a toujours un lien. Hein. Donc, le papa, l'oncle, et là, en l'occurrence, mon père, il avait la passion réelle, profonde en lui. Il m'a accompagné durant toute ma carrière. Il assistait à tous les matchs, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire qu'il venait à 18h au premier combat d'encadrement avec la boxe loisir, les amateurs, jusqu'au combat principal. Et papa a boxé à l'armée. Et lorsqu'il lisait l'Équipe, il regardait d'abord les nouvelles sur la boxe. Donc il m'a transmis cette passion, cette connaissance, l'envie. Mais je n'ai jamais eu l'ambition d'être journaliste de boxe exclusivement. D'abord, le sport dans son ensemble, dans sa vision globale. Et lorsque je suis arrivé à Canal, la boxe était un sport prioritaire, qui est devenu un enjeu énorme avec le foot, qui a suscité les abonnements à la période dorée des 85. Et donc j'en suis devenu très vite, je suis venu concentré sur la boxe, avec l'émission référence Les Carreaux de Canal+, que je présentais avec Boutier. Et après, on a fait le tour du monde ensemble. Donc, mais c'est papa qui m'a transmis. Et quand je jouais au rugby à Massy, j'allais à la salle de Massy que dirigeait la famille Lesage, qui est un grand nom de la boxe. Et j'allais voir les boxeurs, je m'entraînais, je baignais déjà. Donc, il y avait bien entendu cet intérêt et cette lumière que la boxe m'attirait. Mais vous n'avez pas voulu devenir boxeur professionnel? Non. Et d'ailleurs, c'est le seul sport que je n'ai jamais pratiqué en compétition. J'ai mis des gants. Je me suis entraîné avec Jean-Claude, avec Boutier, mais régulièrement. J'allais à la salle. Donc, je connais la sensation d'être boxeur. Donc, c'est un élément important.
Mais j'ai fait du rugby, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, tout ça en compétition en étant licencié, comme on dit. Voilà. Mais donc j'ai vraiment l'âme du sportif. Hein. Je le suis profondément. Et la boxe, non. Mais je baigne dedans. Et pour pouvoir transmettre les émotions que véhicule ce sport, et pour pouvoir être le plus en osmose possible avec les boxeurs, avec cet univers, il faut baigner dedans. On ne peut pas vivre, commenter de la boxe à distance. On ne peut pas dire, bah tiens, je vais faire de la boxe, demain je vais faire du cyclisme, et puis je m'en intéresse de loin. Non, il faut respirer, aller dans les salles, sentir ce monde-là qui est unique et qui est très particulier. Et il y a une anecdote aussi que vous avez écrite, c'est que à 10 ans en CM1, il y avait un déguisement à mettre, vous avez mis un déguisement, enfin un ensemble de boxe, et c'était votre déguisement. Donc vous étiez déjà vraiment dedans en fait finalement. Ah oui, bien, ouais, c'est ça, Audrey. Ouais, exactement. C'est-à-dire que il y avait, alors ça n'existe plus dans les écoles aujourd'hui, mais il y avait la remise des prix. C'est un élément important avec les mentions. On avait mention très bien, bien, moyenne, passable, médiocre. Et donc, il y avait tout un cérémonial au sein de l'école primaire. C'est important, c'est cette valorisation du travail des scolaires. Et c'était l'occasion aussi, comme c'était un moment festif, de se déguiser. Et chacun donc se déguisait. Donc quand on a 10 ans, 11 ans, on se déguise en Zorro, en Peter Pan, on peut être en Superman, etc. Et moi j'étais en boxeur, ce qui est assez incroyable. Et je m'étais déguisé avec un peignoir, donc mes parents m'avaient acheté, sur lequel était floqué le nom de Max Baer. Et Max Baer est le champion du monde des lourds dans les années 34-35. Et papa, qui était né en 29, connaissait et avait cette culture. Et c'était un de ses héros quand il avait, après quelques années plus tard. Et donc, je suis venu à la remise avec ce petit peignoir et également des gants que ma mère a toujours. Des petits gants achetés chez un drugstore du quartier où j'habitais, du côté d'Antony, là-bas, près de Massy. C'est là d'où je suis originaire. Et donc, j'étais venu en boxeur. Donc, comme quoi, il y a quand même des choses qui sont écrites. Hein. C'est quand même dingue, voilà. C'est incroyable. Et presque 15 ans après, 85 Monaco. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est la date, je dirais... c'est pas une date symbolique, le 19 octobre 85. C'est la date qui marque mes débuts du bord du ring pour commenter un combat. C'est la date fondatrice de mon métier. Comment on se sent? J'ai 24 ans et je vais commenter à Monaco. Je suis à la chaîne depuis 8 mois. La chaîne n'a pas encore 1 an d'existence, Canal+. Et je commente mon premier direct avec Jean-Claude Boutier au stade Louis II qui venait d'être inauguré. Le championnat du monde des lourds légers, d'une catégorie qui était méconnue. La fédération l'était tout autant, c'était IBF. Les 2 adversaires étaient également méconnus. Leroy Murphy, un Américain, et Shizanda Muti de l'Ouganda. Et le match est un match dément, puisqu'ils vont aller à tour de rôle au tapis, durant tout le combat, ce qui est fou. À l'époque, le championnat du monde était en 15 rounds. Mmh. Et dans le 12e, dans l'ultime moment, pas l'ultime round, puisque donc il en reste 15, mais dans une ultime encore, je dirais... dans un ultime paroxysme, parce qu'il y a une telle tension, c'est dingue ce combat. D'ailleurs, même moi, dans mon commentaire, je dis, et si les deux se terminaient même d'ailleurs par un KO. Et ils vont tous les deux se toucher au même moment, un KO simultané. On est comme dans une fiction. Et l'un va se relever à 9 et l'autre ne se relève pas. Donc c'est dingue. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu au même moment les 2 boxeurs se frapper et aller au tapis ensemble. Et celui d'ailleurs qui est vainqueur est encore plus fatigué que celui qui l'a battu. Et Murphy conserve son titre à l'américain. Et donc ce combat est fou, c'est un combat fondateur, c'est un combat historique, et c'est mon premier combat, et je suis au bord du ring. C'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Non, c'est dingue. Parce que là, justement, il y a 2 sensations. C'est déjà la première sensation. À 24 ans, commenter, ça devait déjà vous faire quelque chose. Ah oui, j'étais très tendu. Et même au niveau de la famille, bien sûr, quand elle vous regarde, ça y est, il est là. Et en même temps, vous assistez à un gros combat. Oui, non, c'est vrai, c'est tous les ingrédients, c'est assez fou ce qui m'était arrivé. Je commentais déjà les KO de Canal+ des mois avant. Je faisais de l'antenne régulièrement, donc j'étais sur le plateau et je présentais la fameuse émission Les KO qui était hebdomadaire tous les lundis soirs à 22h. Et là, c'est le direct, et là, c'est tout ce que vous devez transmettre. On ne vous voit pas, vous êtes off. Et voilà. Et d'ailleurs, j'avais eu droit à l'équipe le lendemain. Donc, il n'y a pas l'équipe le dimanche, il faut le savoir. L'équipe n'arrivera le dimanche que plusieurs années après.
Et il y avait eu le lundi, on l'attendait, le fameux journal de l'équipe qui était jaune le lundi. Il avait une couleur différente. Et il y avait toujours une rubrique télé dans laquelle il y avait des commentaires sur ce qui s'était passé le week-end. Et un journaliste avait fait un petit écho sur moi en disant à noter les débuts prometteurs du jeune. Enfin voilà, donc c'était quelque chose qui vous marque dans votre vie. Et 40 ans après, vous êtes encore là. Ouais, j'ai toujours la flamme. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la voix que vous avez? Parce que la voix, elle est quand même très reconnaissable. Ouais, non, on se rend pas compte, non. Pourtant, je m'écoute. Hein. Quand je dis je m'écoute, c'est pas le terme présomptueux pour dire je m'écoute parler, mais c'est que j'ai toujours écouté ce que je faisais. C'est important pour progresser, pour comprendre est-ce que les mots utilisés étaient les bons. Il y a pas de... Mais j'ai une voix particulière. Je fume pas, hein, je bois pas. J'ai la voix un peu du mec, on pense que je suis à 3h du matin dans la boîte de nuit avec le whisky et le cigare et que le lendemain, je vais me réveiller à 15h. Non, j'ai une voix qui s'est aggravée avec l'âge, je dirais. Mais déjà, quand j'étais géo au club, je me souviens, je prenais le micro, j'avais déjà cette voix particulière, quoi. Bah, tant mieux, j'ai la chance d'avoir ça, c'est une signature. Elle est très reconnaissable et surtout, ça marque. Parce que, vous savez, vous avez parlé de sport, il y a des commentateurs, on reconnaît tout de suite leur voix. Je pense à Thierry Roland, Jean-Michel Larquet ou Thierry Gilardi. Et vous, au niveau de la boxe, on reconnaît tout de suite. Quand vous parlez, on écoute, en plus, ça attire. Et on écoute les analyses, on se dit, mais la voix est là, les analyses sont pointilleuses. Et je trouve ça bien. C'est pour ça qu'on vous appelle la voix de la boxe en France, en fait. Oui, je suis toujours flatté, ça me touche beaucoup. Mais je pense que il faut, dans toute sa démarche, être sincère avec ce que l'on fait, se donner sans calculer et travailler. Je pense réellement. Et puis être en osmose avec son sport. Quand je dis être en osmose, ce que je disais au tout début de l'entretien, hein, c'est le sentir, le vibrer, le connaître. Avoir cette relation que vous créez, mais de façon naturelle, pas forcée, parce que moi j'aime éperdument les boxeurs, mais j'aime peut-être même encore plus les boxeurs que la boxe, c'est pour dire. Donc et pour ça il faut, je pense, être authentique et ressentir. Et pour ressentir, il faut justement être immergé par cela et se donner sans compter. Et le commentaire de boxe en direct, il nécessite beaucoup d'énergie. Et je pense que un boxeur se donne à fond dans un combat. Eh bien, le commentateur doit se donner à fond de la même façon. Et que j'ai toujours eu l'habitude, quel que soit le direct, quel que soit le niveau, le lieu où j'étais, de me donner à fond. Que je sois au niveau national, sur un critérium, ou un 4 rounds ou un 6 rounds, ou le championnat du monde de Tyson ou de Pacquiao ou d'Usyk. Je pense que la démarche est la même. Parce que commenter au bord du ring, c'est un moment privilégié. Et autant en faire profiter le maximum et respecter celui qui vous écoute et respecter votre position privilégiée et et la faire partager dans les meilleures conditions possibles. Non, je suis d'accord. Mais est-ce que vous imaginiez, depuis 85 jusqu'à maintenant, vous dire je serais toujours là-dedans, dans la boxe? Non, je ne me suis jamais posé la question. Parce que c'est une très belle longévité. Hein. Ouais, mais parce que j'ai la fibre. J'aime éperdument ce que je fais. Je me force pas. Il y en a qui sont saturés, il y en a qui sont usés, il y en a qui pensent que l'âge... Moi, j'ai la même énergie, j'ai la même envie, j'ai la même admiration, j'ai la même émotion, j'ai la même excitation. Donc voilà, que je sois en bonne santé et que tout aille bien pour pouvoir continuer. Mais je me projetais pas. Quand je démarre dans le métier, je ne dis pas à 60 ans, je vais continuer, je serai... Non, je me suis toujours laissé porter. L'envie est là, voilà, l'envie est toujours penser au prochain combat. J'adore tout ce qui s'est passé, j'adore cela, et faire référence au passé, l'histoire est très importante pour mieux comprendre ce qui se passe demain, mais il faut toujours regarder devant soi. Parce que vous avez, comme vous avez dit, vous avez toujours la flamme, il n'y a pas de baisse de régime, toujours animé par cette flamme-là. Ah oui, d'ailleurs, ma démarche quand je travaille, ça surprend, mais... Là, j'ai donc un programme avec HBO Max, avec DAZN, avec différentes plateformes. Et j'ai mon petit cahier, je vais aller à peser la veille, je vais discuter avec les boxeurs. Et quand je suis avec Franck Ticotra, qui organise maintenant avec Palatina, dont je commentais tous ces matchs dans les fin des années 80, années 90, entre Canal et TF1, il me voit à nouveau, il me dit, mais Jean-Philippe, à la pesée, il me voit, je discute avec les boxeurs, il me dit, ah, mais tu fais comme tu faisais avec moi? Je dis, bah oui, c'est pareil. Donc, je suis en train de prendre des notes, discuter, t'auras qui dans ton coin, comment tu t'es préparé, mais dis-moi, tu bosses à côté, que c'est pas trop dur. Enfin voilà, et se nourrir de tout cela. C'est ça qui est chouette. Vous savez combien de pays vous avez fait? Votre travail vous a amené à visiter?
Ah, j'ai eu la chance de visiter de nombreux pays. J'aurais jamais imaginé que la boxe m'amène. J'ai fait toute l'Europe. Tous les pays européens, je les ai faits. De la Slovaquie, en passant aux pays baltes, en passant aux pays méditerranéens, Chypre, la Turquie, Israël, la Grèce, l'Afrique du Nord. C'est l'Afrique subsaharienne que j'ai pas fait. J'ai fait donc la Guinée équatoriale, mais je n'ai pas fait du tout en dehors de l'Afrique du Sud. Après, j'ai fait l'Asie, j'ai fait le Japon, j'ai fait l'Australie. La boxe m'a amené partout, c'est ça qui est dingue. Le Canada, les États-Unis, le Mexique. C'est incroyable. Ouais. La passion qui permet de... Bien sûr, de voyager, de rencontrer, c'est assez extraordinaire. Mais c'est vraiment un sport universel. C'est un sport, on boxe partout. On boxe, mais c'est intéressant parce que les profils des boxeurs qui viennent justement de ces pays-là, on se rend compte des qualités de chacun. Il y a des dénominateurs communs sur la dureté, sur l'humilité, quand on parle des Mexicains ou on parle des Anglais, sur la dureté qui est en eux. C'est très intéressant, très intéressant. Non, c'est ça, la passion vous a amené à faire toutes ces choses-là. Et je trouve ça beau. Et en plus, je pense qu'il y a de la reconnaissance venant justement des boxeurs ou des promoteurs ou autres de ce que vous faites, de qui vous êtes et de ce que vous faites. Oui, ça veut dire que la relation, elle est sincère quand vous êtes apprécié, que vous avez vous avez créé ce lien, voilà. Mais pas qu'en France, à l'étranger aussi. Et le lien, vous l'avez aussi bien avec il n'y a rien de péjoratif à dire, le petit boxeur local. Pardon, le petit boxeur local, le petit champion au niveau de la région et de sa ville, qui va déplacer 2000 personnes, mais qui aura un problème technique ou tactique ou ce que l'on veut pour passer au niveau supérieur. Et puis également, vous pouvez créer un lien aussi avec un Thomas Hearns, avec un Holyfield ou avec un Bob Arum ou un Don King. Donc c'est ça qui est génial, c'est l'éventail, c'est toute la richesse de ce sport quand on est complètement immergé dedans. Et qu'on se dit tout est possible. D'aller discuter, d'aller échanger avec tout le monde, les portes s'ouvrent. Parce que là, vous me tendez une perche, je parlais de Don King. Je sais que j'ai écouté votre podcast Ring Story et je sais que vous avez assisté au combat, justement, le troisième combat Holyfield-Mike Tyson, où il y a eu des morsures. Ouais. Et c'est Don King qui vous a permis, qui vous a installé un peu pas très loin du ring, d'après ce que vous disiez, et vous avez assisté à ce cataclysme-là. Exactement, parce que ça, c'est les liens que vous avez avec les promoteurs. On est en juin 97, et donc le championnat du monde est diffusé sur Canal. Moi, j'ai quitté Canal depuis de nombreuses années à ce moment-là, même si dans la tête des gens, j'y suis encore. C'est incroyable. Et donc, mais je vais aller là-bas pour Europe 1. Et les radios étaient loin. Et les radios françaises, en l'occurrence, déjà, il n'y a aucun envoyé spécial français qui va là-bas. Mais donc, moi, j'étais quand même venu avec mon anagramme. Connaissant bien Don King, son service de presse me met là-haut. Donc, je vais être à 40 mètres au-dessus dans la tribune du MGM Grand. C'est déjà un endroit super. Attention, on est quand même dans le stade. Il y a 16 000 spectateurs. Mais grâce à la relation que j'ai, voilà, je vais être au, je sais plus, 5 ou 6e rang. Donc, je suis derrière, je suis avec les télés. Et avec des radios qui sont diffuseurs officiels ou qui sont très proches des Américains. Donc c'est des moments, voilà, et c'est grâce à ça. C'est les liens que vous avez créés depuis de nombreuses années, vous poursuivez après. C'est d'ailleurs le lien que j'avais avec Don King qui a permis qu'on signe le combat avec TPS en 2005. Ce lien privilégié, quand Jean-Marc Mormec va disputer son championnat du monde, c'est moi qui le négocie avec Don King. Wow. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça. Dans mon métier, et c'est en cela que c'est plutôt, je dirais, original, mais je n'ai jamais été que commentateur, entre guillemets, ce qui est déjà très bien, et ce n'est pas une comparaison de niveau. Mais j'ai toujours, dès que j'ai commencé après à Canal et au fur et à mesure, après mon passage à TF1 Eurosport, j'ai été le producteur, donc je négociais les droits, donc je mettais en place une stratégie boxe. Donc voilà, donc c'est pour ça que ma vision a toujours été globale. J'ai fait de l'organisation, j'ai fait de la promotion. Ouais. Non, c'est super intéressant. Mais d'ailleurs, vous parlez de TF1. Il y avait des réunions boxe à l'époque à TF1 des années 90. Bon, j'étais tout jeune, mais on en a parlé. Pour vous, ça manque aujourd'hui un peu plus de diffusion de boxe dans les chaînes. Le temps a changé. Il est évident que dans les années 90, donc moi je suis à TF1,
On fait de la boxe le vendredi ou le mardi, ça dépendait des soirs, voire le samedi à 22h30, et que les audiences sont colossales. On fait plusieurs millions de téléspectateurs. On fait ce que fait la Starac, hein, ou Danse avec les stars. Non mais c'est cela, je n'invente rien. Les chiffres sont là, ce sont des scores entre 3,5 millions jusqu'à 7 millions. C'est un éventail très large, pendant des années. Donc, à ce moment-là, la boxe est un sport majeur. Il y a la 2 qui en fait, Canal qui poursuit sa route. Et au fur et à mesure, avec le temps, TF1 va se retirer parce qu'il y a trop de programmes et puis il y a moins de boxeurs identifiés ou identifiables. Français, j'entends. Et donc, ce sport-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est en 2026 ? Bien, le sport, il est plus sur des médias majeurs. Voilà. Il est sur des plateformes. Il y a moins de gens qui peuvent regarder la boxe. C'est évident. Il y en a moins. Il est moins exposé. C'est un problème pour les boxeurs qui sont, parce que moins exposés, donc moins d'argent. Mais le sport est visible. Et aujourd'hui, grâce au réseau et grâce à Insta et à tous ces moyens de diffusion, on peut être visible tout le temps et ne pas attendre que ce soit le diffuseur qui fasse votre reportage pour le journal et qu'ensuite votre combat soit 22h30 diffusé sur un grand média. C'est un autre modèle. La boxe, elle s'est aussi un peu perdue. Les meilleurs ne sont pas affrontés. Elle est responsable aussi en partie de son échec aujourd'hui ou de son manque de succès. Et par rapport au MMA, voilà, donc il y a une remise en question, mais elle est foncièrement ancrée dans la mémoire collective. La boxe, c'est un sport majeur dans l'histoire du sport et de l'humanité. Et les gens sont très sensibles à ça. Pourquoi Tyson a cartonné en audience sur Netflix contre Jack Paul ? Ils ont fait combien ? 140 millions. Pourquoi ? C'est pas Jack Paul lui-même. Jack Paul, super, mais c'est parce qu'il a remporté Tyson. Et que les jeunes de votre âge ou plus jeunes encore, qui n'ont pas connu Tyson, eh bien, ils sont allés voir sur les réseaux sociaux quand il boxait aujourd'hui, et d'aller voir un extrait quand il bat Spinks en 88, et de dire, mais c'est un phénomène ce mec-là. Et ensuite, quand il continue à taper au punching ball ou à la poire. Donc, son histoire se poursuit. Mayweather, c'est la même chose. Il va rencontrer Tyson pour un combat exhibition. Tant mieux pour la boxe, même si sur un plan sportif, c'est très critiquable. C'est très intéressant. Et justement, vous parlez de boxe en France. Quand vous voyez les propos de Kevin Lele-Sadio qui dit que la boxe est morte en France, qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore Kevin. Hein. C'est quelqu'un, j'ai une véritable affection pour lui. Vraiment, je l'ai accompagné aux États-Unis, à Stockton, quand il a fait sa demi-finale mondiale au mois de décembre. J'étais avec lui pendant toute la semaine et avec son équipe. Non, la boxe n'est pas morte. C'est très compliqué. Et Kevin en est malheureusement, alors que c'est un super champion, il en est l'exemple. Il a du mal à monter ses combats, il a du mal à les financer. Donc elle n'est pas morte, parce que mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Ah non, elle vit la boxe. Les salles de boxe, elles pullulent. À Créteil, il a ouvert sa salle de boxe, c'est un énorme succès. Il refuse les gamins, garçons et filles. Donc elle vit. Simplement, il faut qu'elle se réinvente. Il faut qu'elle trouve de nouveaux moyens de financement. On ne peut plus compter, comme à l'époque, sur le financement d'une télé. Ce modèle-là est terminé. Donc, il faut trouver d'autres choses. Mais elle doit se remettre en question. Donc, la manière de communiquer, les formats des combats. Il y a beaucoup de choses. Le succès de Bakary Samaké est un exemple. Il réussit à avoir une notoriété importante. Il a toute une communauté importante. Il est exposé. Il va faire une demi-finale mondiale le 25. Voilà, sur DAZN, que je vais commenter. Donc, il y a des moyens. Donc, il y a des moyens aujourd'hui. Simplement, c'est bien plus compliqué. Et justement, en parlant de nouveaux modèles, il y a le Riyad Season maintenant avec, vous dites le nouvel homme fort de la boxe, Turki Al-Shir. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Mais ça, c'est la politique de l'Arabie Saoudite dans son ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire que la même chose que le Qatar, ils se sont rendus compte, le fameux soft power, le sport aujourd'hui comme instrument de puissance, comme instrument de développement et en pensant à l'avenir. Parce que les ressources naturelles de ces pays, gaz, pétrole, ne sont pas inépuisables. Et il faut donc se réinventer et se projeter et attirer de nouveaux clients. Le tourisme, les gens ne vont pas en vacances en Arabie Saoudite, curieusement.
Et donc, ce pays immensément riche a dit le sport devient un élément majeur. Le football, ils ont allé signer Ronaldo. Les sommes sont colossales. Créer un championnat. Le livre, le golf, signer les meilleurs golfeurs au monde avec un tournoi, avec un circuit parallèle. Et la boxe qui devient un élément clé. En disant, moi, avec ma puissance, Turquie, qui est donc le patron de toute la structure du spectacle en Arabie Saoudite. C'est un fonds sans fin, hein. Ça pèse des sommes qui nous dépassent totalement. Il dit, voilà, la boxe, j'adore ça. Eh bien, on va essayer maintenant de monter les plus grands combats. Et donc, tous les plus grands combats sont financés par lui, pensés, réfléchis. C'est pour ça que les meilleurs se rencontrent. C'est pour ça qu'Usyk a rencontré Fury 2 fois. Ça, c'est vrai que ça, c'est bien, parce que ça manquait, comme vous le disiez, les gens s'évitaient. Et c'est en cela que la boxe a souffert d'exposition, de notoriété, de crédibilité, parce que pendant très longtemps, les meilleurs sont toujours rencontrés. Et à partir du moment où les meilleurs se sont évités, Pacquiao-Mayweather en est l'illustration. Pacquiao est ce Philippin génial. Moi, j'ai vu une grande partie de sa carrière. J'ai une admiration énorme pour lui. Il rencontre Mayweather, ils veulent le rencontrer depuis très longtemps. Ils vont finalement se rencontrer en 2015, au moment où Pacquiao est sur la pente. C'est fini. Le Pacquiao de 2008, 2009, 2010 devant Mayweather, je pense qu'il avait bien plus de chance et que ce combat qui a été le combat qui a généré le plus d'argent en mai 2015, les sommes sont astronomiques, mais il est arrivé tard. Donc, imaginez si Ali n'avait pas rencontré Frazier pas au bon moment. Hagler contre Hearns. Il faut que les meilleurs, Tyson Spinks, les meilleurs doivent se rencontrer. Et Golovkin, Canelo, arrive tard. Il arrive un peu tard parce que Canelo l'a évité. Donc voilà, il faut le bon timing. Et heureusement qu'avec cette nouvelle structure aujourd'hui, les meilleurs s'affrontent. Et on n'est plus dans la logique, dans une vision, on verra ce qui se passera plus tard. Et là, d'ailleurs, vous parlez de Mayweather, Pacquiao, c'est ce qui arrive en septembre aussi. Là, ils se rencontrent encore une deuxième fois. Ouais, alors ça, c'est marrant. Parce que ils ont 50 ans. 49 pour Mayweather et 48 pour Pacquiao, qui est toujours en activité. Le combat ne peut pas être meilleur que ce qu'il aurait dû être il y a 15 ans. C'est impossible, c'est physiologique. Mais pourquoi pas ? Moi, je fais partie de ces gens, aujourd'hui, qui disent que tant mieux, c'est pas grave, ce n'est pas une mascarade. Ok, il y a beaucoup d'argent. Bon, bien sûr qu'il y a de l'argent. Mais tant mieux pour la boxe parce qu'on en parle. Et tant mieux. On a besoin de parler de ce sport parce que quand ils vont boxer, il y aura d'autres boxeurs qui seront. Il y aura des conférences de presse. On va parler de ce sport. Donc, c'est important. Il faut juste, aujourd'hui, par rapport à certains combats exhibitions de Jack Paul, quand il rencontre Anthony Joshua, qui rime à pas grand-chose, c'est juste recentrer l'enjeu. Il est important pour les fans de boxe et ceux qui ne sont pas fans et qui ne connaissent pas bien, qu'on se rende compte de la valeur sportive ou pas. Il faut juste expliquer, éclairer, en expliquant le contexte. Ne pas dire à chaque fois « mais c'est n'importe quoi, c'est du show, c'est du cirque ». Il faut avoir suffisamment de sagesse pour expliquer réellement pourquoi ce combat a lieu, quel est l'enjeu, est-ce qu'il y a un gros enjeu, moyen, pourquoi, etc. Et ne pas survendre et ne pas en même temps être dédaigneux et repousser tout cela. Je suis d'accord avec vous. Et là, il y a une chose qui me vient, c'est que, est-ce que vous pensez que dans les années 90, c'était aussi le nouvel âge d'or, enfin, le deuxième âge d'or, je dirais, de la boxe poids lourd pour vous? Avec tout ce qu'il y avait, enfin, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Riddick Bowe, Mike Tyson, Tommy Morrison. Non, mais il y a eu la période des poids lourds qui est le baromètre de la boxe. Lorsque les champions poids lourds sont forts, la boxe va bien. Lorsque les poids lourds sont spectaculaires, la boxe va de mieux en mieux. C'est elle qui porte ce sport. C'est la magie des poids lourds. Et donc, incontestablement, on a une période qui est très belle aujourd'hui avec les poids lourds. Voilà. Usyk, même s'il est en fin de carrière, reste intouchable à mon sens. Même si j'aime pas ce terme-là parce qu'on n'est jamais à l'abri. Mais il est tellement structuré, je dirais, conditionné, préparé. C'est assez exceptionnel. Mais il y a une génération de boxeurs anglais. Il y a Itoma qui est assez phénoménal. Donc, les années 90, c'était passionnant.
il y a eu une génération de poids lourds, au contraire des années 80 en lourd. Curieusement, qui était un petit peu down, mais c'était l'après Ali, et Holmes n'était pas le plus, était un super crack, mais finalement, c'est un peu tombé. Et c'est l'arrivée de Tyson qui, en 85, rebooste tout. Voilà. Mais les Klitschko qui ont dominé la boxe, il n'y a pas eu de gros enjeux parce que les adversaires n'étaient pas très forts. Donc, curieusement, dans les années 2008, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à Tyson Fury qui bat Klitschko en 2015, il n'y a pas des super combats. Je les ai commentés les combats pour Orange, pour TPS, pour l'équipe. J'ai fait toutes les carrières des Klitschko. Donc, vraiment, je les connais bien. Et donc, aujourd'hui, il y a une belle période, géniale. Et puis, les gabarits ont évolué. Les Klitschko étaient considérés comme des géants. Aujourd'hui, il y a plein de Klitschko sur un plan physique. Tous les mecs, ils font tous 2 mètres. Non, mais ça... Sauf Itoma. C'est assez étonnant. Itoma n'est pas très grand. Il fait un 89-90. Et Usyk non plus n'est pas très grand. C'est ça. Ouais. Et Usyk n'est pas très grand d'ailleurs. Il fait un 87, 88. Non, il fait un 91, pardon. Non, il fait un 91, je corrige. Mais ce que d'ailleurs faisait Mohamed Ali. Hein. Non, mais parce que cette période-là, des années 90, Tyson l'a critiqué. Il disait que les ceintures tournaient tout le temps. Et ça le dérangeait, visiblement. Dans son livre, il le dit. Il disait que c'était une période où les champions changeaient tout le temps. Et lui, il critiquait ça. Mais attention, Tyson, il est en prison, malheureusement. Il a été condamné pour ce qu'il a fait. Mais quand j'ai dit pour la boxe, il y a un trou énorme. Donc, c'est Holyfield et Bove qui le remplacent. Il y a une trilogie entre les deux phénoménale. Hein. Les 3 combats-là sont dingues, sont déments. Les 2 premiers sont fous. Et le deuxième avec le parachute qui arrive sur le ring. Enfin, c'est une histoire dingue. Mais ils n'ont pas... Il y a Moorer qui arrive, mais qui est un demi-champion. Foreman qui redevient champion du monde en 94, à 46 ans. Il n'y a pas un boxeur dominant. Dans cette période-là, Bove, qui à mon sens était le plus fort de tous, mais par manque de sérieux, c'est pas Usyk, il ne va pas dominer comme j'aurais imaginé. J'ai commenté sa carrière, il est... Riddick Bove, il est au jeu de Séoul en 88, il commence sa carrière en 89, 90, 11, 12, il fait un 96, il sait tout faire, c'est plus fort que Lewis, honnêtement, c'est d'enfer. Simplement, il se perd. Mais donc, il n'y a pas de boxeur dominant. Et celui qui va dominer, Holyfield, il gagne, il perd. Holyfield, il perd devant Moorer, il bat Foreman, Bove, il le bat 2 fois, enfin, il est battu 2 fois. C'est assez intéressant ce qui se passe. Il bat Tyson, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était en 96-97. Il faut imaginer. Donc, c'est Lewis qui va dominer. Mais Lewis n'a pas d'éclat. Je suis un peu violent en disant ça. Mais Lewis n'a jamais fait rêver. Le grand Lennox Lewis, avec son 1m96, le Jamaïcain, Canadien, grande prestance, il n'y a pas de combat où il les a emportés. Eh ouais. Il n'y a pas eu de combat. Et le combat le plus dur, il le gagne sur blessure devant Klitschko, devant Vitali, alors qu'il est mené au point. Et après, il prend sa retraite. Et il prend sa retraite. Et parce que je pense qu'il est... Alors ça, c'est après mon analyse. Hein. Moi, je ne dis pas que j'ai raison. Mais moi, je pense qu'il n'aime pas ce sport. Il n'aime pas ce sport. Voilà. Parce que, pourquoi Usyk continue? Il est immensément riche. Il prend maintenant des sommes entre 100 et 150 millions de dollars par combat, grâce justement à l'Arabie Saoudite. Et tant mieux pour lui. Mais qu'est-ce qui le motive? Il est né en 87. Il est dans sa 39e année. Mais qu'est-ce qui le pousse? C'est l'amour de la boxe. Comment le mec, il continue? Mais c'est cela. Et je pense que Lewis... Et en plus, Usyk a toujours donné. C'est-à-dire qu'il donne. Holyfield donne. Quand on dit donner sur le ring, c'est... ce que Mayweather n'a pas toujours fait. Alors, je vais recevoir des critiques quand je dis cela. Mais c'est-à-dire... J'aime pas le terme de calculer, mais... À un moment donné, c'est se laisser emporter, c'est-à-dire une forme de générosité, une forme d'amour pour son sport, pour soi et le public. Et Lewis ne l'a jamais fait. Lewis, j'ai assisté à ses combats devant Bruno, à Cardiff, j'y étais, enfin, devant au Madison Square Garden, il fait match nul avec Holyfield, et Holyfield est volé en 99, alors qu'il avait battu Lewis, et il y a match nul. Il donne pas. Pourquoi Holyfield a été aussi populaire? Pourquoi Holyfield, il continue aux États-Unis lorsqu'il va dans les soirées à être acclamé comme Tyson? Les gens, ils font mais parce qu'il y a une telle générosité. Lewis, non. Et Klitschko, d'ailleurs, Vladimir, pareil. Et ça, le public ne se trompe pas. Ce qui explique peut-être leur manque d'impact. Vous voyez, si on se projette un peu. C'est vrai. Ben, ils ont Donnez. Tyson Fury, il donne. On l'aime pas.
Poupke avec ses excès, avec son double mètre 06, ses bourrelets de graisse, sa folie. Mais quand il est sur le ring, c'est prodigieux ce qu'il donne. C'est vrai. Ouais, donner. Et c'est quelque chose qui est... ça ne s'explique pas. Et je pense que c'est un amour perdu pour ce sport. La magie du ring. La magie d'être là et de dire je suis le plus fort au monde, je vais vous le montrer parce que j'adore ça. Et Jean-Philippe, la question elle va être quand même compliquée. Quel est le plus beau combat auquel vous avez assisté? C'est compliqué. Ouais, j'ai assisté à des milliers de combats. Des combats marquants, il y en a énormément. En plus, à chaque génération. Le Usyk Wilder numéro 2 de février 2020 au MGM Grand. Fury. Ouais, Fury Wilder. Vous avez dit Usyk. Ah, merci. Bravo, bien. Bonne correction, on est très bien. Exactement. Donc, c'est le 20 février ou 22 février donc, de 2020. J'y suis et j'amène 2 copains qui n'ont jamais assisté à un combat de boxe à Las Vegas. Et je leur avais dit 2 mois avant, venez avec moi. Je connaissais c'est Bob Arum. Je lui ai dit, on va avoir des places qui étaient payantes. Bon, moi j'avais mon accréditation et vous allez voir, vous allez vivre un truc fou. Et le combat était dingue. Ce combat-là, il est énorme. Et Fury, à ce moment-là, en 2020, quand il bat Wilder, arrêt 8e, il est le plus fort poids lourd que j'ai jamais vu au monde. Je vous le dis. Ouais, moi, je vous dis, sentiment personnel, j'étais dégoûté. Parce que moi, je suis un pro Wilder. Ah ouais. Franchement, j'étais Mais oui, dégoûté. Mais Wilder est extraordinaire. Wilder, il a beau être brouillon, il a une puissance, un puncher de dingue. Et c'est le seul qui a envoyé autant de fois au tapis Fury. Mais c'est ça qui est fou. Bref, donc, ce combat est dingue. Si je remonte le temps, Pacquiao, Marquez numéro 4. Puis ils se sont affrontés. Donc, il a toujours posé problème, le Mexicain, tout le temps. Et donc Pacquiao est KO. Pacquiao perd ce numéro 4. C'est un combat dingue. Dingue. Allez sur Internet. Regardez-le. Et puis la pesée, la veille, l'ambiance avec la communauté philippine, communauté mexicaine au MGM où il y a 10 000 personnes, entrée gratuite, le foot de malade. Ça, c'est des combats mythiques. Le Tyson Spinks de 27 juin 88, quand il le met KO en 91 secondes, c'est hallucinant. Le Tyson Douglas, moi je suis le seul journaliste français à le commenter. Wow. En février 90, je suis le seul journaliste français à être témoin là-bas à Tokyo. Et je le commente en direct. Et personne de l'équipe du monde, il n'y a qu'un mec de l'AFP envoyé au Japon, mais aucun. C'est un combat historique, cette fameuse première défaite. Ça, ce sont des combats qui sont hallucinants. Foreman qui redevient champion du monde, j'y suis. À 46 ans, quand il y a une droite hallucinante et Moorer est KO, alors qu'il était mené dans le 11e, ce qui est dingue. Et donc, Foreman redevient champion du monde 20 ans après. La symbolique, il avait revêtu ce soir-là le même short qu'il portait du temps de sa splendeur. L'histoire, elle est dingue. C'est... L'histoire. Donc voilà, après, il y a des combats en France, ou des combats des Français. Le Mormec contre Braithwaite en 2005, quand il unifie le titre, près de Boston, à Worcester. C'est fabuleux. Énorme combat. Thierry Jacob, à Calais, avec Thierry Roland, j'avais dit que ça allait être un combat fabuleux. L'ambiance, la France, le public calaisien, 6000 personnes, le pauvre Thierry qui est décédé maintenant. Non, c'est dur les choix. Donc, il y a dans tous les combats de Ernst, moi j'ai pas fait le Ernst Sagler, parce que je venais d'arriver à Canal depuis 2 mois seulement. Mais tous les autres combats de Ernst, je vais les faire. Ernst Andriès, Ernst Léonard numéro 2, fabuleux. Ernst Hill, c'était fabuleux. Canelo, non, j'ai jamais fait Canelo. Ah ouais. Mais Golovkin, j'ai fait souvent. J'ai fait à Monaco. Ouais, en 2014, 2015, Golovkin, fabuleux, j'adorais. Il y a quelque chose chez lui qui m'a impressionné, qui est dans mon top 10 de mes boxeurs favoris, Golovkin. Et est-ce que vous regrettez qu'il y ait des combats qui ne se sont pas faits? Je pense à, par exemple, Teofilo Stevenson. Vous regrettez qu'il... J'ai du mal à me projeter, à l'imaginer, parce que je suis trop jeune. Teofilo Stevenson, c'est donc ce Cubain poids lourd qui est triple champion olympique, 72, 76, 80. Il était question qu'il rencontre Ali. Et ça ne s'est pas fait parce que lui... fidèle castriste, il ne voulait en aucun cas accepter les dollars américains, les fortunes. Est-ce qu'il aurait battu Ali? Le Ali
de Kinshasa et après, il est vulnérable. Hein. Et Stevenson était supérieur. Le Ali avant, non. Donc, c'est pour ça. Voilà. Donc, après, c'est intéressant de voir d'ailleurs ces boxeurs cubains qui aujourd'hui boxent, ont fait défection fin des années 90 et ensuite sont venus apporter leur talent aux États-Unis, en Floride ou en Europe. C'était très intéressant, les boxeurs cubains. Mais après, c'est pourquoi ils sont aussi forts, parce que c'est la culture, et pourquoi ça ne dure pas, parce qu'ils ne sont pas sérieux. Non, mais je résume la situation. C'est la seule. C'est tout. Voilà. Parce que voilà, c'est. C'est vrai. En tout cas, très, très intéressant. Jean-Philippe, on a une rubrique lecture ici. Ouais. Est-ce que vous auriez 1 ou 2 livres à recommander, peu importe la thématique, carte blanche? Des livres à recommander. Alors si je suis sur la boxe, par exemple, là, je vais vous recommander le dernier que j'ai lu là, Féroce, qui est donc de Marc Riguer, qui est un journaliste d'investigation américain qui a écrit toutes les premières années de Tyson. C'est une véritable enquête d'une densité, d'une richesse dingue, et c'est toute la force de ces journalistes américains d'investigation qui vont à la racine et qui enquêtent pendant des années. Et on découvre beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'autobiographie de Tyson. Très intéressante. Donc ça, c'est très bien, c'est aux éditions Mareuil. Il y a un autre livre assez extraordinaire aux éditions Mareuil qui est un boxeur juif allemand qui va faire carrière aux États-Unis et qui est un survivant des camps d'Auschwitz. Extraordinaire. Et qui va rencontrer même d'ailleurs le célèbre Rocky Marciano, qui avait dominé la catégorie des poids lourds. Et puis il raconte avec ce parcours d'une vie dingue. Et c'est son fils. Donc ce livre-là, c'est passionnant. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous recommander si on sort de la boxe aujourd'hui? Moi, en ce moment, je suis en train de lire, mais ce sont des vieilles revues qui s'appellent Illustration, qui était une revue référence au milieu du 19e siècle, et ce pendant 100 ans, et qui est une revue d'aventure, une sorte de Paris Match, mais avec des journalistes à travers le monde et qui racontaient plein de choses. Et il y a une nouvelle édition, et là je suis en plein dedans, parce que j'adore toute l'histoire, et donc je me rebaigne dans l'histoire sur la boxe, sur les Jeux Olympiques, sur des séquences de la traversée à la nage fin du 19e siècle, avec des retours. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous recommander comme lecture que j'ai faite là C'est déjà bien. Vous avez Oui, non, mais voilà, non, mais je sais pas, il y a plein de choses qui vont me venir, mais là, vous m'avez pris... De cours. Ouais, non, comme ça, sur l'illustration, le livre aujourd'hui de... Ah, et puis il y a le livre que je vous conseille, dont j'ai fait la préface. Alors, excusez-moi, je me fais de la pub, mais parce que c'est un livre de poésie de Romain Fabry, absolument, nouvelle édition, et c'est un livre d'un passionné de boxe et qui écrit que des poèmes sur la boxe. Et le livre, là, vous le trouvez sur Internet, Romain Fabry, et voilà. Donc, c'est aussi une autre manière de raconter de la boxe sous forme de poésie, et c'est très beau, c'est très actuel, et c'est très touchant. Écoutez, la tradition ici, c'est que l'autre, il repart avec un livre. J'ai un livre pour vous. Ah bon? Ouais. J'espère que vous ne l'avez pas déjà. Ah. Voilà. C'est vachement gentil. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir et le montrer à la caméra, s'il vous plaît? Bien sûr, mais c'est vachement sympa. Bon, bien sûr, il y a mon livre, le grand livre de la boxe aussi. Ça, je ne le lis pas tout le temps. Mais c'est quoi vous m'avez offert? Est-ce que vous l'avez? Ah, c'est sympa, de Brice Faradji. Eh bien, c'est super sympa. Je ne sais toujours pas si j'aime la boxe. Eh bien, c'est un super titre. Et c'est marrant, je l'avais vu, le champion du monde de boxe avec les mots. La préface de Daniel Rondeau de l'Académie française. Parce que Daniel Rondeau, lui, il a donné des cours à Daniel Rondeau, qui avait écrit un bouquin, qui a écrit un bouquin sur la boxe. Mais Brice Faradji, qui a été un bon boxeur et qui était à Issy-les-Moulineaux. Brice Faradji, en plus, il a fait de belles études. Ah ouais, eh ben c'est vachement sympa, merci. Je vous en prie. Ah ouais, je suis très content. Oui, parce que je l'avais vu. Et alors, je vais lire ça, parce que je suis sûr qu'avec sa vision qu'a Brice de la boxe et son parcours, ça sera intéressant. Il faut se nourrir de tout ça. Pas de souci. Qu'est-ce que votre métier vous a appris sur vous-même? Ah putain. Qu'est-ce que mon métier m'a appris sur moi-même? À gérer le stress.
à gérer le stress. À s'intéresser encore plus aux autres. J'avais déjà ça en moi, j'aimais bien toujours poser des questions, mais encore plus à s'intéresser aux autres, à être attentif. Et puis, je n'ai pas besoin j'en ai la confirmation, mais qu'on est des privilégiés. Et qu'un boxeur, dans tous les pays, et la France n'est pas le pire, la condition des boxeurs en France, mais il y a des pays où la vie est bien, encore plus dure, et que la boxe permet de s'élever. Et quand je dis s'élever, c'est que leur quotidien soit un peu plus heureux. Et donc, ça relativise. Et quand vous vous retrouvez au fin fond de l'Ukraine, vous allez au Mexique, vous allez au fin fond des pays baltes ou des Balkans, et puis vous êtes avec des jeunes boxeurs qui s'entraînent et qui essayent de survivre, et le terme est là, ça vous permet de mieux comprendre, de mieux apprécier la chance qu'on a, nous, de pouvoir vivre, de pouvoir avoir une vie relativement confortable. Et donc, c'est cela. Mais le métier de journaliste, c'est un métier moi, c'est à travers l'image, même si à travers les mots aussi, à travers mes livres, mais c'est un métier de transmission. Je pense que le but, c'est de transmettre. C'est de transmettre et faire partager. C'est les deux notions qui sont capitales pour moi. Faire partager, transmettre, et donc se dire que de toujours avancer ensemble, quoi. Voilà. Mais c'est pas que... C'est vraiment une vision sincère que j'ai de ça. On parle toujours de cette unité. Le monde va un petit peu mal, hein, et je trouve que le sport, et la boxe particulièrement, mais le sport d'une façon générale, unifie, elle rapproche. Et parce on partage les émotions. Et le sport, c'est des émotions, la transpiration, l'effort, le travail. C'est cela. Et si on fait beaucoup de sport, et si les gens faisaient plus de sport, il y aurait peut-être moins de problèmes aussi. Et quel héritage vous voudriez laisser derrière vous aux autres? Quel héritage? Parce que vous êtes un grand monsieur, donc forcément, il y a peut-être un héritage gentil, par rapport à la génération d'après. Ouais, moi, non, l'héritage, c'est j'aime pas trop je sais pas, l'héritage, c'est un côté un peu, pour moi, peu présomptueux. Ce que j'ai envie, c'est de dire toujours que, d'abord, tout est possible. Le travail, notion du travail. Le talent, c'est le travail. Bon, ok, vous pouvez avoir votre touche personnelle, mais le travail, mais comme les boxeurs, le travail, aimer ce que l'on fait, ce qui n'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Mais je pense que chacun peut trouver sa voie. Et voilà, mais je n'aurais jamais imaginé de faire ce que j'ai fait. Voilà, sincèrement, je n'aurais pas imaginé. Non, je ne m'étais jamais projeté en disant « je vais faire le tour du monde, je vais commenter les plus grands combats de boxe et je vais... » Ah non. Généralement, c'est ce qui arrive aux gens qui travaillent dans leur passion, qui n'imaginent pas. Voilà, et après, ils accomplissent des choses extraordinaires. Et c'est pour ça, et je pense que tout est possible. Vous aimez, vous travaillez, vous intéressez aux autres. Et puis quand il y a des coups de moins bien, comme un boxeur, parce qu'une carrière, c'est pas linéaire, il faut penser au combat suivant, se relever. C'est ça la vie. C'est exactement ça. Voilà. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est gentil. Une bonne santé. Voilà, une bonne santé. Et puis continuer à m'éclater du bord du ring, à transmettre, à poursuivre l'aventure. Voilà, sous de différentes formes. Les interviews, les commentaires, les reportages, les écrits. Continuez, comme si je commençais. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est sympa. Merci beaucoup. Répondu c'est sympa cet échange. Merci beaucoup en tout cas. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant vous avoir appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.